Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est ravis de vous accueillir nombreux ce soir, d'accueillir Isabelle Autissier et Marc Dincombe. Bonsoir. Merci à vous d'être venus. Bonsoir et merci. Certains d'entre vous étaient peut-être là tout au cours de cette journée qui a commencé avec des ateliers, une découverte de l'océanographie à travers les agents du Parc national et les éco-guides. Et puis l'équipe de Veolia également. Et puis Glace, cette découverte à travers une glaciologue et une marionnettiste de cette matière que peut être la glace. Et cet après-midi, avec Marc Dincombe et nos intervenants, Roland Jourdain, Anne-Laure Vuillet, que je remercie chaleureusement, et Philippe Bernardi, d'avoir cherché les traces que l'on laisse notamment dans une zone protégée, qui est un peu le cœur du Parc national, avec qui on s'associe sur cette 3e édition pour célébrer 60 ans de parc. Et puis, alors juste avant de vous laisser la parole pour parler d'avenir, de parler de l'avenir de la mer et de notre avenir aussi à travers elle. Juste quelques mots pour vous donner rendez-vous mardi, aux Libertés cette fois-ci, pour une rencontre où vous retrouverez notamment Marc Dincombe et puis Boris Cyrulnik également, où on va s'attarder sur les îles et s'aventurer dans les utopies qu'elles savent créer quand on est à l'écart du monde, dans ce monde clos. Des utopies qui peuvent être au niveau des organisations sociales, mais aussi des expérimentations justement de comment protéger ces territoires et la biodiversité qu'il y a autour. Et puis, on se retrouvera aussi le 3 avril pour finir ce Passion Bleue avec Roland Jourdain, qui est dans la salle, qui sera cette fois-ci sur son bateau. Un endroit où il aime être, vous le savez, en tant que navigateur, donc avec son bateau éco-conçu. Et il viendra nous parler de ce projet, accompagné de François Sarano et de Charles Berling, aussi un grand amoureux de la mer. Et ils partiront, on les accompagnera juste pour le départ, et ils partiront ensuite plusieurs jours pour faire une expédition cachalot, puisque des cachalots, il y en a pas si loin de nous, pas si loin de Toulon. Voilà, donc ils viendront nous raconter cette aventure. Et on célébrera ça avec eux. Écoutez, commençons, parlons avenir. Bonne conférence. Alors, merci. Effectivement, comme Tiffaine vient de le dire, on est sur l'anniversaire des 60 ans du parc. Il a été créé en 1963. C'est une longue période avec beaucoup d'évolution de ce territoire et de ses modes d'intervention. Pour les 60 ans, donc, nous avons déjà une organisation d'une 60aine de manifestations avec des partenaires du territoire du Parc national, entre Toulon et Saint-Tropez. Et ce soir, donc, on a la chance effectivement d'être accueillis par Château Vallon pour cette manifestation qui a été labellisée 60 ans du Parc national. Et j'ai vraiment un grand plaisir d'être avec Isabelle ce soir pour qu'elle puisse effectivement vous parler de l'avenir des océans. Pour nous, 60 ans, c'est un retour effectivement aussi sur l'histoire de ces 60 années, mais c'est aussi forcément pour nous un regard tourné vers l'avenir et sur ce qui va se passer sur ce territoire qui est nécessairement totalement interdépendant de la Méditerranée et totalement interdépendant de la vie des océans. Voilà. Les aires marines protégées, Isabelle nous le dira, mais offrent une petite larme d'espoir dans l'océan de difficultés auquel nous sommes tous confrontés sur nos changements globaux et sur l'évolution de la biodiversité. Mais voilà, cette petite goutte, elle est là et il faut effectivement la valoriser. Donc, avec Isabelle, on va voir ce soir ce qu'il est possible de faire. En tout cas, merci Isabelle. Je vais commencer par une première question. On n'a pas besoin de présenter Isabelle Autissier, mais on la présente comme navigatrice et également écrivaine de nombreux ouvrages sur la planète, sur la vie sur la Terre, sur le sens de la vie, le sens de l'humanité et les questions que soulèvent nos civilisations aujourd'hui. Voilà, moi j'ai une question qui me taraudait avant de voir Isabelle ce soir, mais c'est qu'elle puisse nous dire effectivement d'où lui vient cette passion pour la mer et les océans. Parce que je pense qu'on est
très nombreux, ici présents aussi, je pense, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi des passionnés de la mer quelque part. Et les expériences individuelles sont toujours intéressantes de savoir qu'est-ce qui nous a conduit à cette passion. Merci, bonsoir déjà à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Je vais essayer quand même, ça commence bien. Hein. Je pense que c'est quelque chose que moi j'ai découvert la mer comme une petite Parisienne qui allait en vacances en Bretagne, donc c'était vraiment le truc de base. On avait un dériveur en bois hein, qu'on vernissait tout l'hiver, et puis voilà. Donc qu'est-ce qui fait que une enfant, puisque j'avais 6-7 ans, est saisie de... Je pense qu'à l'époque, c'est plutôt de l'émotion, c'est plutôt du ressenti. Hein. Quand on est vraiment jeune, on n'est pas en train d'intellectualiser... Mais voilà, moi, dès qu'on m'a mis sur ce petit dériveur, j'avais une espèce de fascination quand même. Et je pense que d'abord, c'est de l'ordre de l'émotion et de l'ordre du sensuel. C'est-à-dire d'abord, c'est le mouvement, c'est le vent sur la figure, c'est l'odeur de la mer, c'est des choses qui... Pourquoi ça vous parle, ça, et pas autre chose? Je sais pas. Et après, il y a aussi cette sensation qu'on a quand on est en bateau et même quand on est en mer, quand on regarde la mer depuis la plage, c'est l'immensité, c'est le côté l'inconnu, le côté un peu aventure, même si ce mot est souvent galvaudé, en tout cas imaginaire. Donc voilà, tout ça vous emporte. Il y a peut-être aussi, Isabelle, un désir de liberté ou un sentiment d'évasion et de liberté sur un petit dériveur. Et du jour au lendemain, on se retrouve finalement tout seul à la barre de sa petite caisse à savon. Ouais, toute seule, ça a été un petit peu plus tard. Et voilà, on a l'impression que les horizons s'ouvrent devant nous, la mer est là pour nous accueillir, alors qu'elle n'est pas toujours non plus très. Alors ça c'est assez intéressant. Bon, toute seule, ça a été un peu plus tard. Hein, c'était pas à 6 ans, mais c'était à 12-13 ans quand même. Et en fait, il y a oui ce sentiment que je suis sur le bateau, je peux aller où je veux, mais tout de suite, c'est non, je vais pas où je veux. Je vais où le vent veut bien que j'aille. Et je vais où le courant veut bien que j'aille, parce que on fait ces petites expériences. Et moi, des fois, je me suis retrouvée à 9h du soir, fort loin de la plage, avec le vent qui tombe, parce que le soir, en été, le vent tombe en Bretagne. Donc, elle n'avait pas de moteur. Voilà. Et donc c'est assez intéressant, parce que je trouve que, oui, on a cette idée de la liberté. Je peux aller dans cette île-là ou dans l'autre, ou je peux... voilà. Mais... elle se conjugue, elle se décline avec mon environnement. C'est-à-dire, je fais pas n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, on m'a pas fait un cours de ça, je l'ai appris toute seule, hein, un peu, voilà, en faisant mes expériences. Et je trouve que ce sentiment que on a des éléments autour de soi qui vous proposent des choses à l'intérieur duquel on peut réaliser, c'est pas la liberté au sens où voilà, je fais n'importe quoi. C'est très calibré quelque part. C'est intéressant parce que l'expérience individuelle elle est un peu transposable, je dirais, à l'échelle d'une civilisation. Est-ce que c'est la civilisation qui guide la planète, ou est-ce que c'est la planète qui doit guider la civilisation? Vaste question à laquelle moi je me garderais bien de répondre. Non, mais c'est intéressant parce que, juste pour poursuivre là-dessus, quand on est en mer pendant longtemps, on fait comme ça, on fait avec ce qu'on a. Et on essaye d'être à peu près malin, de regarder ce qui se passe, d'essayer de comprendre comment ça marche, et puis à partir de là, d'en tirer des conséquences et d'avoir une stratégie. Et ben, moi, à chaque fois que je revenais à terre, au début surtout, quand j'étais partie longtemps en mer, j'avais cette idée, je me disais, mais à terre, les gens, ils font le contraire. Ils font des choses, et après, ils disent, ah bah oui, mais finalement, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Bon, ça nous renvoie effectivement à une question intéressante, qui est la question finalement de la naissance de la passion par une sorte de choc émotionnel, et la découverte du merveilleux, et là la découverte de la mer, de son monde, de sa biodiversité, je dirais du phénomène des marées, ne serait-ce que ça,
tout ça c'est du merveilleux et chez un enfant ça peut créer du choc émotionnel. Bon, moi j'ai eu la chance à un autre degré de partager aussi ce choc émotionnel tout jeune. Mais ça m'amène à une question à laquelle j'ai pas de réponse, et que Isabelle tu abordes dans le cadre de ton dernier ouvrage aussi sur le naufrage de Venise. C'est la question du déni. Ça fait plus de 50 ans qu'il y a des passionnés, des scientifiques, des associations qui effectivement disent attention, la surconsommation de carbone fossile va nous entraîner à un effet de serre, va nous entraîner à des dérèglements climatiques importants. Et moi, je me souviens très bien, dans les années 70, ça remonte à quand même plus de 50 ans, avoir déjà effectivement pris connaissance, j'étais tout petit, mais pris connaissance d'écrits comme ça qui pouvaient déjà inquiéter. Et il a fallu 50 ans pour que la société s'empare de ce problème d'une façon large. Et moi, quelque part, ça m'interpelle, parce que j'ai passé toute ma vie dans l'environnement, comme toi, Isabelle, et quelque part, je me dis, on a loupé quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à mieux convaincre qu'il fallait réagir et qu'il fallait peut-être aller assez vite dans la réaction? Vaste question, oui, c'est un petit peu le sujet que j'ai essayé d'explorer d'une manière littéraire et romanesque avec le naufrage de Venise, où Venise, c'est un excellent exemple de déni. Venise, tout le monde trouve ça génial, magnifique, et on a raison d'ailleurs de trouver que c'est magnifique. Tout le monde sait que Venise est en grand danger. On a régulièrement des émissions télé, que sais-je, qui nous expliquent que Venise est en train de couler. So what? Il se passe pas grand-chose, et ce qu'on fait est parfois pire encore. Donc au fond, moi j'aime bien, quand je me pose des questions, je trouve que écrire un roman, ça aide à réfléchir. Et au fond, dans les personnages de ce roman qui incarnent en quelque sorte les raisons du déni, à mon sens, il y en a plusieurs. D'abord, il y a façon de se réfugier dans le passé, de penser que c'était mieux avant et que finalement les choses n'évoluent pas ou peu, et que sur Venise, par exemple, Venise est là depuis 10 siècles. Donc, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Donc, cette espèce de façon de ne pas voir que on est dans une évolution permanente et que tout évolue en permanence. Ça, c'est le premier type. Et puis, en plus, ça ne nous arrange pas parce que ça nous oblige à changer. On n'a pas envie de changer. Voilà. Après, il y a aussi ce qu'on voit énormément autour de nous, des gens qui, un petit peu au fond d'eux-mêmes, savent quand même qu'il y a un problème, mais qui sont dans une logique, et en particulier dans une logique économique, qui n'admet pas de changer de modèle. Parce que la logique économique d'aujourd'hui, elle marche super bien. Et pour Venise, on fait des milliards. Donc, pourquoi changer alors que... Et cette espèce de façon de se dire, jusqu'à présent, tout va bien, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une hypertrophie de la technologie, en se disant, finalement, on aménage le lido, on va faire des grands barrages et on aura le dessus, in fine. Oui, il y a aussi cette idée que la technologie va nous sauver de A à Z, qu'on n'a rien à faire, que c'est la technologie qui va s'en occuper, que nous, on peut continuer notre petit train-train comme d'habitude. Et donc, derrière, cette idée que nous sommes capables, nous, Homo sapiens, nous sommes capables de tout maîtriser dans la nature, parce que c'est un peu ça qui est derrière. Dire, en fait, voilà, donc avec Venise, l'idée, c'est bon, alors il y a des moments où il y a des aqua alta, parce que l'eau monte dans la lagune, on n'a qu'à faire des portes pour fermer la lagune, comme ça on laisse l'eau de mer derrière, et puis voilà. Donc, ces espèces d'idées que moi j'appelle presque scientistes. On a absolument besoin de la science, on a absolument besoin de la technique, parce qu'on a plein de problèmes à résoudre. Mais l'idée que seule la science et la technique vont, par des espèces de coups de baguette magique, de technologie, donc là en ce moment on en a plein la bouche de l'intelligence artificielle qui va sauver le monde. Non. Nous, on va peut-être se sauver si on veut, mais c'est pas l'intelligence artificielle qui n'est pas si intelligente que ça qui va nous sauver, quoi. Donc c'est vrai que là, du coup, malheureusement, souvent, quand on part dans cette espèce de dérive techno, je sais pas quoi,
on ne met pas les moyens, le centre d'intérêt et l'argent vraiment là où il faut. Et du coup, on retarde le moment où on va vraiment pouvoir mettre le temps, les moyens pour changer nos façons de faire. Est-ce que, par ailleurs, je dirais, le monde scientifique n'a pas mis aussi plus de 30 ans, je dirais, à s'accorder sur le rôle des effets du carbone dans les changements globaux, quoi. Ouais, enfin, quand on lit les rapports du GIEC, les premiers rapports du GIEC, ils sont presque les mêmes qu'aujourd'hui. La seule différence, c'est l'intervalle de confiance. C'est-à-dire qu'il y a 30-40 ans, ils étaient un peu moins sûrs de leur coup, parce qu'ils ont quand même des méthodes scientifiques très éprouvées. Aujourd'hui, ils sont parfaitement sûrs de leur coup. Mais si on relit les rapports du GIEC, les prévisions, avec les différentes opportunités, les différents degrés de réchauffement et donc les conséquences, ça y était déjà. Simplement, encore une fois, ça ne nous arrangeait pas, ça détruisait une certaine façon qu'on avait de penser le développement, et donc on a souri poliment, quoi. Et voilà. Et c'est un autre souci aussi derrière, c'est les scientifiques, ils ont leur légitimité scientifique, mais après eux, leur boulot s'arrête à la porte de la société, des ministères, des collectivités, des entreprises. Voilà, eux, ils ne peuvent que amener leur science. Il faut bien qu'à un moment donné, les gens d'en face s'en saisissent. Sinon, ça ne marche pas. Bon, aujourd'hui, on a effectivement une quasi-unanimité de la communauté scientifique pour dire qu'effectivement les changements sont là, les évolutions sont là, et placer la responsabilité, effectivement, en particulier du carbone, dans la problématique et du carbone fossile, quoi. Pour aller effectivement dans le même sens, on est ici à Château-Vallon dans un lieu de culture. Voilà. Comment l'artiste, le créateur artistique, pourrait avoir un rôle pour effectivement appuyer cette transition nécessaire, appuyer la prise de conscience qui est nécessairement préalable, je dirais, à l'action, quoi. Moi, je pense que le rôle de l'artiste, il est indispensable. Il est une espèce de pendant, au fond, du rôle des scientifiques, mais il est plus en prise avec la société parce que l'artiste, il parle à nos émotions, à notre intelligence, mais beaucoup aussi à nos émotions. Et donc, il peut vraiment faire passer, être un passeur d'idées, de représentations, de choses, et donc nous toucher quelque part. Au fond, on voit bien que on n'agit pas les uns et les autres si on n'est pas à un moment donné un peu touché, soit touché en bien, soit au contraire perturbé, mais il faut quand même un fait générateur en général. Alors le fait générateur, ça peut être la canicule de l'été dernier, ou ça peut être qu'on a vu la forêt brûler devant chez soi, mais ça peut aussi être une émotion artistique. Donc ça peut être un roman, ça peut être une peinture, ça peut être un dispositif artistique quelconque, parce qu'il parle, et puis que les artistes, on sait bien, la plupart du temps, ce sont des éponges, et ils parlent de leur temps. Je crois qu'effectivement, on est beaucoup, par notre formation, par nos cultures, dans les cultures cartésiennes, et que effectivement, l'artiste nous apporte un réveil de l'émotion. Et que le réveil de l'émotion, on retrouve peut-être aussi d'une certaine façon la possibilité de ce choc émotionnel dont on parlait avant, quoi. Oui, puis parce que l'artiste, moi je pense qu'on n'avance pas seulement avec la peur. C'est vrai que la peur nous fait avancer. Quand on a peur de quelque chose, en général, on fait ce qu'il faut. Mais ce qui nous fait avant tout avancer, c'est l'envie de quelque chose de mieux, c'est le désir, c'est l'inventivité, c'est l'imagination, c'est se dire ah mais demain on peut être ailleurs, on peut voilà, faut voir les choses autrement. C'est comme ça aussi que les communautés humaines ont évolué, quoi. Et donc là-dedans, l'artiste, il a une place extrêmement forte justement pour donner une certaine forme de représentation de ce que pourrait être un ailleurs. Juste pour la petite anecdote, on avait cet après-midi, elle doit toujours être là d'ailleurs dans la salle, une artiste, Anne-Laure Vullet, qui est en résidence actuellement à Porquerolles pour le FRAC et le Parc National. Et c'est vrai qu'elle ramasse pas du sable pour
quoi, mais elle gratte les chaussures tous les jours pour voir quelle est la quantité de sable qu'un marcheur ou qu'un randonneur ou qu'un visiteur peut effectivement ramener, quoi. Et on arrive à des chiffres complètement hallucinants qu'on n'avait jamais imaginés. Chaque jour, c'est 90 kilos, presque 100 kilos de sable qui effectivement quittent les plages de Porquerolles sur les serviettes ou sur les maillots de bain ou sur les pieds des visiteurs. Et voilà, donc vous vous rendez compte de l'effet cumulatif que ça peut avoir. Et là, l'artiste nous ouvre les yeux sur une problématique qu'on n'avait pas du tout vue, et une problématique qui est plutôt sympathique dans cette façon d'aborder les choses, quoi. Je crois que vous avez d'ailleurs les quelques diapos qui sont projetés derrière, quoi. Peut-être pour passer à une phase plus large sur les océans, mais voilà, vous qui avez parcouru et qui parcourez encore les océans du monde en tant que navigatrice en plus sur des bateaux qui sont quand même des espaces fragiles dans un monde compliqué, hostile, voire difficile. Et voilà, quels sont les éléments diagnostiques un peu généraux que vous pouvez avoir sur l'évolution effectivement de ces océans et sur leur avenir, quoi. Je pense que là-dedans, il y a des questions de biodiversité marine, il y a des questions aussi peut-être des activités humaines qui génèrent le plus de difficultés. Alors, le problème, c'est que quand on est en mer, au large, ça va pas, mais ça se voit pas. L'océan a pris 1 degré, c'est monstrueux. C'est monstrueux, 1 degré à l'échelle de l'océan. Mais la mer, elle n'a pas changé de couleur. Donc, on va voir, par exemple, on se dit, tiens, il y a un peu plus d'occurrences de cyclones qui sont un peu plus violents, ou là, il y a peut-être... Mais bon, ça c'est... Voilà. L'océan est absolument totalement pollué de plastique de haut en bas, de bas en haut, du pôle antarctique au pôle arctique, partout où vous voulez, même dans les plus grandes profondeurs. La plupart du temps, quand on est au large, on ne le voit pas ou peu. On va voir quelques morceaux, quelques sacs, etc. Mais le pire, c'est-à-dire les microparticules, les nanoparticules de plastique, résultat de la dégradation évidemment, ça se voit pas quand on navigue dessus. Donc c'est un petit peu le souci. Mais en gros c'est vrai que l'océan est en fait, comme le reste de la planète d'ailleurs, attaqué par plusieurs côtés. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le fond du problème. L'océan est soumis au dérèglement climatique, donc au réchauffement, mais aussi à l'absorption de carbone, puisqu'il y a plus de carbone dans l'air et donc l'océan en absorbe plus. En absorbant plus de carbone, il devient plus acide. Et puis le réchauffement va stratifier l'océan qui normalement a des courants de convection qui permettent aux eaux chaudes et aux eaux froides et aux endroits où il y a du plancton ou moins de plancton de se mélanger. L'océan se mélange moins. Et donc on arrive à des zones petit à petit qui sont dites anoxiques, c'est-à-dire où il n'y a plus d'oxygène, et donc où les espèces ne peuvent plus vivre. Ça, c'est des conséquences du dérèglement climatique. Après, on sait qu'évidemment, il y a de la surpêche. En Méditerranée, malheureusement, on est un peu les champions du monde de la surpêche, mais c'est généralisé. Il y a l'ensemble des pollutions. Donc tout ça fait que l'océan, aussi bien d'un point de vue physique, chimique et biologique, est en train, on va dire, de se modifier considérablement. Voilà. Et cette modification, en fait, pour nous, les communautés humaines, elle n'est pas bénéfique. Oui, voilà. Alors, justement, on peut peut-être repartir du fait qu'on a dans les océans une biodiversité particulièrement exceptionnelle. Voilà, on ne la connaît même pas toute. Hein. On est très, 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 très loin de la connaître. Justement, sur cette biodiversité et sur sa connaissance, comment doit-on renforcer aujourd'hui les orientations de recherche? Comment doit-on effectivement mieux travailler sur les océans? Voilà. Ce qui est marrant, c'est que on est incapable de dire combien il y a d'espèces dans l'océan et on pense qu'on en rate à peu près 80% pour l'instant. Donc c'est quand même pas mal. Donc évidemment, il y a un effort colossal à faire porter, d'abord pour comprendre. Et surtout pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on l'a fait par exemple à un moment donné pour le chalutage de grande profondeur. Quand on chalute en grande profondeur dans les eaux européennes, on chalute dans des oasis de vie, hein, là où il y a un peu des poissons. Ces oasis de vie sont des coraux froids
qui mettent des millénaires à se construire. Et vous passez un coup de chalut, c'est terminé. Donc là, on a mis la charrue avant les bœufs. On n'a même pas été expertisé, regarder, comprendre quelles espèces il y avait, comment ça se passait. On a foutu des coups de chalut, on a tout détruit. On est en train de se poser la question sur les très très grandes profondeurs, sur les exploitations de minerais, de minéraux dans les profondeurs de 2000, 3000, 5000 et même plus. Et là aussi, on connaît très peu ces grandes profondeurs. On sait que c'est des oasis de vie, on sait que c'est des endroits absolument incroyables parce qu'il y a des pressions colossales, qu'il fait noir, qu'il fait froid, qu'il n'y a pas d'oxygène, qu'on n'est pas dans le cycle du carbone, mais dans le cycle d'autres éléments, enfin, qu'on a une biodiversité absolument incroyable. Et on est peut-être en train de décider prochainement qu'on va aller faire de l'exploitation à un grand coup de je ne sais quoi pour aller rechercher des minéraux et des minerais à mettre dans nos téléphones portables. Donc oui, il y a un effort colossal à faire. Et puis, il faut qu'on comprenne pas seulement les petites espèces les unes à côté des autres, mais la communauté des espèces, c'est-à-dire les écosystèmes. Parce que c'est pas le tout d'avoir... Et par exemple, je reprends juste cet exemple de la pêche. On a essayé de gérer les pêcheries. On s'est aperçu que quand on pêchait trop, ça se cassait la figure et que les pêcheurs, après, ils n'avaient plus rien. Donc on a essayé de gérer les pêcheries les unes à côté des autres. Dire, on va faire une taille minimum pour tel poisson, etc. Mais petit à petit, on en vient à comprendre que c'est l'ensemble de l'écosystème et que quand on traîne un chalut et que c'est comme si on remuait complètement le fond, on modifie l'écosystème du fond de la mer et donc on modifie les communautés de vie autour. Donc voilà, maintenant il faut qu'on accepte et qu'on comprenne mieux ces communautés de vie pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de les impacter. Effectivement, le sens de l'écologie, c'est bien de définir les chaînes et les interrelations qui existent sur le plan trophique ou autre entre les différentes espèces qui composent l'écosystème. Et l'écosystème océanique est vaste, complexe, encore très inconnu, quoi. On peut toujours s'interroger sur l'idée d'aller coloniser Mars, alors qu'à 3 km sous la mer, il se passe des choses qu'on ignore totalement, ou a fortiori à 2 km sous terre quand on est sur le continent, quoi. Mais bon, c'est un autre débat, une autre question. Par rapport à la pêche, effectivement, et aux questions de surpêche industrielle, il y a eu des accords importants qui ont été adoptés sur le thon en Méditerranée il y a maintenant plusieurs années. Ça donne un certain nombre d'effets positifs sur la ressource. J'imagine que tu suis ça avec le WWF aussi et que... Oui, mais comme quoi on peut avoir des victoires. Et Dieu sait que WWF et d'autres organisations et des citoyens, on s'est battus comme des chiens sur le thon. Parce qu'on avait quand même perdu plus de 90% de la biomasse de thon en Méditerranée. Donc on était proche vraiment de la cata complète, quoi. Et en face de nous, il y avait des gens qui n'étaient pas décidés à lâcher. Et ça a été, y compris violent. Et puis quand même, à un moment donné, le régulateur, c'est-à-dire l'État, les États, l'Union européenne, ont quand même compris le sens de ce message et à ce moment-là, on a imposé un certain nombre de régulations sur la pêcherie. C'est évidemment toujours difficile de le faire a posteriori parce que qu'est-ce qu'on fait des bateaux, qu'est-ce qu'on fait des pêcheurs, voilà. Il vaut évidemment mieux le faire avant, en disant la pêcherie elle peut supporter tant et pas plus et on gère en fonction. Mais bon, moralité, le thon c'est redéveloppé parce que la plupart du temps, et ça c'est quand même un message qu'il faut entendre et qui est positif, on a beaucoup saccagé notre environnement, il y a quelques espèces qui ont totalement disparu, mais pas toutes, et la plupart d'entre elles, elles ont considérablement régressé, mais elles se planquent encore un peu dans les coins. Et quand on leur fout la paix, et c'est ce qu'on voit évidemment dans les parcs quand ils sont bien gérés ou dans les réserves, c'est que le pouvoir de la nature... La résilience, en fait. Voilà, et voilà, quand on leur fout la paix aux bestioles, aux plantes ou aux animaux, il y a quand même une tendance à une reconstitution. Peut-être pas à l'identique, mais on voit revenir, et nous, au WWF, on suit dans le monde entier des parcs, et on voit que
quand c'est bien géré, mais au bout de 4-5 ans, on a un triplement de la biodiversité, on a une biomasse plus importante, on a des tailles de poissons plus grosses, les pêcheurs qui sont en dehors commencent à pêcher mieux. Ben, voilà, on voit que ça marche. En tout cas, donc, c'est tant bien, mieux. c'est bien, nous, l'expérience qu'on en a sur notre site de Port-Cros, hein, puisque depuis 60 ans, il y a des mesures importantes qui sont prises sur la régulation de la pêche. Il n'y a pas d'interdiction de toute forme de pêche. Il y a un encouragement pour la pêche aux petits métiers. Il y a effectivement une vingtaine de familles de pêcheurs qui peuvent vivre aussi en allant prélever des poissons sur les eaux autour de nos îles. La question, c'est que c'est très suivi aussi sur le plan scientifique. On mesure chaque année les quantités de poissons, les tailles, les dimensions, et chaque année, on redéfinit avec les pêcheurs, qui sont les premiers à accepter cette régulation aussi. On définit avec eux les longueurs de filet, les mailles, la façon dont on peut effectivement travailler pour préserver cette ressource et cette capacité de régénération de la... Et là, il y a une grosse différence entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. D'abord parce que la pêche artisanale, c'est des petits bateaux. Ils ont un jardin devant eux. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ont des petits bateaux. leur intérêt premier, c'est pas de tout saccager leur jardin. Alors que des bateaux de taille industrielle, ils peuvent travailler dans l'Atlantique. Quand ça va plus, ils iront dans l'océan Indien. Quand ça ira plus, ils iront dans le Pacifique, ou ils iront dans le Grand Nord, ou ils iront ailleurs. Donc c'est pas du tout la même philosophie et évidemment pas du tout les mêmes techniques, puisque les gros bateaux sont... Mais ça peut marcher. Moi, je suis aussi par ailleurs au Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises. Là, c'est super bien géré. On a un avis scientifique qui est suivi à la lettre. On a 8 bateaux, 8 gros bateaux. Il y a un contrôleur par bateau. Donc, ça ne bouge pas une oreille. Et là, là, ça marche bien, quoi. Et là, on a des pêcheries qui sont en bon état et des écosystèmes qui sont en bon état. Après, on voit que tout ça a une dimension effectivement transfrontalière, bien entendu, et internationale. Et voilà, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est l'importance et la façon dont sont suivis les traités internationaux qu'on peut prendre dans ces domaines de la protection de la haute mer. Il y a eu des évolutions récentes qui ont été prises. Est-ce que c'est porteur de sens et qu'est-ce que ça va nous... Oui, ça fait partie aussi des gros sujets d'OEF. On est présent dans toutes ces grandes conférences mondiales et on a la technique du pitbull, hein. C'est-à-dire qu'on définit un certain nombre de sujets et puis on mord dedans et on lâche pas, quoi. Donc on essaye de faire évoluer nos gouvernements et d'arriver au meilleur accord possible. On a eu récemment un accord qui est plutôt bien sur la haute mer, donc jusqu'à maintenant. Au-delà des 200 000 qui sont sous juridiction des États, il n'y avait aucune régulation. Donc tout le monde faisait ce qu'il voulait. Alors, bon, il peut y avoir quelques régulations sur des pêcheries, des choses comme ça, mais en gros... Et donc, par exemple, on ne pouvait pas faire d'aires marines protégées en haute mer puisqu'il n'y avait pas d'État et il n'y avait personne pour les créer. Donc, ça fait 20 ans qu'on discute de ça. Et là, le mois dernier, on a fini par aboutir, donc comme quoi, il faut être un peu têtu, et on a abouti à un accord qui est pas mal, honnêtement, et c'était pas gagné. Un accord donc qui prévoit que on va s'intéresser et protéger la biodiversité de la colonne d'eau en fait, en haute mer. Donc on va pouvoir créer des aires marines protégées, qu'on va réguler aussi les gens qui vont venir exploiter certaines ressources comme la génomique et la génétique pour que non seulement ils disent ce qu'ils font, mais qu'on fasse des études préalables d'impact pour voir ce qui peut se passer, que les fruits de ces travaux, et s'il y a des fruits commerciaux, puissent être en partie réinvestis dans la protection de la mer, etc. Donc on a quand même, dans ce traité, c'est pas si mal. Bon, c'est le début. On a réussi à faire signer les pays. Maintenant, c'est la ligne de départ. D'abord, il faut qu'ils le ratifient, tous. Enfin, il en faut au moins 60 pour que Et puis après, il faut se mettre au boulot. Après, il faut les créer, ces aires marines. Après, il faut savoir comment on les protège. Il faut savoir voilà, qui va s'en occuper, comment est-ce qu'on va mettre de l'argent dans la recherche. Enfin, voilà. Mais comme on est tous sur la même planète, à un moment donné, on est quand même obligé d'essayer d'envoyer des signaux planétaires. Et ces grandes conférences, elles servent à ça. Ça, c'est sous l'égide des Nations Unies.
Ça, c'est sous l'égide de l'ONU, ouais, c'est sous l'égide de l'ONU. Et après, bon, c'est comme la COP climat, qui est celle qu'on connaît le mieux, mais il y en a une pour la biodiversité, il y en a une pour lutter contre la désertification, il y en a une qu'on pousse beaucoup pour qu'elle existe, c'est une contre le plastique. Et je pense là aussi qu'on est relativement en bonne voie pour on va avoir des réunions préalables au niveau de l'ONU pour qu'il y ait une conférence des parties, ce qu'on appelle la conférence des parties avec tous les États, sur le plastique, où là, nous, notre objectif, notre pitbull point, c'est de faire en sorte qu'on produise moins de plastique. Parce que si on ne produit pas moins de plastique, on ne va pas y arriver. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'avancer, en tout cas au niveau international. Oui, j'allais y venir effectivement, mais bon, sur le plastique, on commence à avoir un éclairage un peu mondialisé, mais surtout, je dirais, ici en Europe. Il y a eu un certain nombre de réductions de l'utilisation des plastiques jetables. Il y a encore des gros progrès à faire. Moi, je parle on produit de plus en plus quand même. Hein. Du plastique même de la ménagère au supermarché. Oui, alors bon, on a arrêté les touillettes et les sacs, ça c'est bien. Voilà, est-ce que c'est pas symbolique, les cotons-tiges, les touillettes et les couverts en plastique de pique-nique, quoi. Mais... C'est bien, mais tant qu'on ne diminue pas la production, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, la France continue à balancer en Méditerranée plus de 10 000 tonnes de plastique. On a quand même du mal à comprendre, parce que même en technologie, on a des connaissances maintenant sur des matériaux alternatifs. Mais le problème, c'est qu'on sont dégradables et... On pourrait utiliser autre chose, oui, bien sûr, mais le plastique, c'est fantastique, comme dit la chanson. C'est super pas cher. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec. Vous pouvez le mouler, le colorer, lui coller des trucs dedans. Ça peut être étanche, ça peut être pas étanche, ça peut être... C'est magnifique et c'est pas cher. Donc c'est difficile de dire aux gens, il faut aller sur des trucs. Oui, ça va vous coûter plus cher. Voilà. Bon, je peux dire à tes auditeurs, utilisez moins de plastique. Oui, il faut. Mais faites l'exercice chez vous. Moi, j'encourage tout le monde à faire l'exercice chez vous. Mettez sur le pas de la porte, ou si vous ne pouvez pas le mettre sur le pas de la porte, mettez des gommettes sur tout ce qui est en plastique chez vous, ça va vous faire peur. Il y a un paquet de trucs en plastique chez vous. Et faites l'exercice dans votre tête. Comment est-ce que je peux les jouets des gosses, les trucs de cuisine, les meubles, les ordinateurs, les machins. Vous vivez dans du plastique. Donc c'est là qu'on prend conscience que oui, on en utilise partout. Il y a des solutions de rechange. Des fois, elles sont peut-être un petit peu plus chères. Mais on ne compte pas, évidemment, les dégâts et les désordres qui sont dus au plastique, qui sont d'ordre sanitaire, qui sont d'ordre environnementaux, qui sont d'ordre économique aussi. Parce que... Est-ce que tu ne trouves pas ça, je dirais, incroyable ou dingue, même qu'on soit obligé aujourd'hui de créer des bateaux qui soient des bateaux ramasseurs de plastique pour aller chercher du plastique au milieu de la mer ou de alors ça ne sert à rien. Bon. Moi, je veux bien qu'on récupère le plastique à la main ou avec des bateaux proches des côtes, dans les fleuves, sur les côtes et proches des côtes. Parce que là, on a encore des plastiques, de ce qu'on appelle les macroplastiques. C'est-à-dire qu'on peut encore les ramasser. Quand vous vous promenez sur la plage, vous pouvez encore ramasser. Alors, vous n'allez pas filtrer le sable, parce que malheureusement, il y a énormément de plastique dedans, mais au moins, vous pouvez ramasser les gros morceaux. Quand vous êtes en mer, honnêtement, qu'est-ce que vous allez ramasser quand vous êtes en haute mer? Les microparticules? Vous allez tamiser l'océan? Non, mais attends. Non. Une fois que le coup est parti, pour l'instant, on n'a aucune solution. Donc, mettons plutôt l'argent pour inventer autre chose que du plastique, diminuer notre production, évidemment, derrière, récupérer, recycler, pas jeter, machin, ok, mais voilà, on prend le problème à l'envers, et c'est là aussi une façon de dire, vous inquiétez pas, continuez à faire comme d'habitude, utilisez toujours de plus en plus de plastique. On a inventé des mecs géniaux qui ont des épuisettes à nanoparticules et qui vont aller récupérer. Non mais voilà. Donc il ne faut pas se tromper de combat, quoi. Bon, je crois que... On peut l'applaudir. Il y en a qui ont l'air d'être d'accord. Je crois que par ailleurs, effectivement, beaucoup, on le voit ici sur le territoire aussi, mais bien heureusement, on a beaucoup d'associations qui font des collectes de plastique sur les plages. On en reçoit énormément ici, et des quantités
On se demande toujours d'où ça vient, par où c'est véhiculé, comment est-il possible qu'il y en ait autant. 80, en gros, en Méditerranée, alors vous n'avez pas de bol, vous avez une mer extraordinairement polluée au plastique, une des plus polluées du monde. Et en gros, il y en a à peu près 6-7% qui sont du plastique issu des bateaux, des filets de pêche perdus, voilà. Il y en a à peu près entre 10 et 15% qui arrivent avec les fleuves. Et tout le reste, ça vient de la côte. Et on voit très bien, par exemple, nous on a mesuré aussi, on a travaillé un peu là-dessus. En période estivale, on voit doubler les apports de pollution plastique. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui ont les gobelets et les trucs qui les abandonnent partout, voilà. Et donc on utilise encore plus de plastique sur la côte au moment de l'été, et donc on en retrouve mécaniquement autant dans l'eau. Donc bien sûr, là aussi, il y a des choses à faire. Et je pense que nous, on a beaucoup travaillé avec les collectivités. On a travaillé avec la Corse, on a travaillé avec Nice, on a travaillé avec Marseille pour les aider justement à bien identifier d'où ça vient, le plastique qui est devant chez eux. Parce que la tendance en général, c'est de dire « Ouais, mais c'est pas nous, c'est les Espagnols. » Ah non, mais c'est pas nous, c'est les Italiens. Oh, ils sont vraiment pas propres. Non, mais ici, c'est vrai. Et donc, voilà, aider les collectivités à identifier ce qu'on appelle les fuites de plastique. D'où il vient ce foutu plastique qu'on trouve devant le port de Nice ou devant le port de Marseille. Et ça, c'est assez intéressant, et de remonter après la chaîne et de voir, est-ce que c'est parce que, je ne sais pas moi, parce que les cultures sont couvertes de bâches plastiques? Est-ce que c'est parce que y a je ne sais combien de fast-food dont les poubelles débordent? Parce que, enfin voilà, il faut s'interroger un peu. Moi, l'idée, c'était aussi de saluer le travail de ces groupes, ces associations, ces enfants qui font ce ramassage et qui contribuent beaucoup à la sensibilisation au problème des plastiques. Alors ça, c'est très important, parce que des fois, les gens, ils n'y croient pas. La sensibilisation est plus importante, je pense, dans cet acte que le nettoyage en lui-même, quoi. Et le oui, bien sûr, parce que d'abord, c'est pas le boulot des gens. On pourrait trouver d'autres solutions. Mais... C'est pas le boulot des gens, et souvent, on le fait ça avec des enfants. Moi, à La Rochelle, je m'occupe d'une association qui s'appelle l'École de la mer, et de temps en temps, on fait ça avec les enfants. On les emmène et on va ramasser du plastique sur les plages. Il n'est pas question de faire en sorte que les enfants deviennent les éboueurs des plages et qu'on les envoie. Par contre, c'est très pédagogique, parce qu'après, on a notre tas et puis on trie justement. On dit, ça c'est quoi? Ça vient d'où? Et pourquoi on trouve ça? Et donc là, je pense qu'il y a un travail qui est tout à fait intéressant qui se fait pour qu'on comprenne que ça ne tombe pas du ciel, mais que ça vient bien à un moment donné de nos activités à tous, quoi. Alors, on a pris de plein fouet ici, en 2018, une petite marée noire, mais une marée noire quand même, suite à la collision entre l'Ulysse et le Virginia. Les pollutions sont arrivées effectivement par le courant Ligure, et on rejoint d'abord les plages de Ramatuelle, puis après les îles Porquerolles, Porquerolles, qui effectivement ont été affectées par ces pollutions. Voilà. Le sentiment qu'on a, c'est que depuis les années 60, il y a quand même eu des évolutions dans les traités internationaux, dans les règles de sécurité en mer, l'installation des rails, etc. Où est-ce qu'il faut aller plus loin le problème de la Méditerranée, c'est que c'est 30% du trafic de pétrole mondial, et que globalement, la fréquentation de la Méditerranée double tous les 20 ans. Donc mécaniquement, là aussi, plus on a de bateaux, plus on a de risques. Alors heureusement, on a effectivement pris quand même beaucoup de mesures sur les navires eux-mêmes, la formation des équipages, les circulations, la police, les méthodes pour lutter contre les marées noires. Donc on tient un peu mieux, évidemment, les choses que y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, quoi. Mais là encore, mécaniquement, dans une petite mer fermée, quand vous mettez de plus en plus de bateaux, que ce soit de l'erreur humaine ou de la défaillance technique ou pas de bol, vous multipliez quand même les causes d'accidents. Hein. Ça, c'est mécanique. Alors on estime en plus que la moitié des mortalités de cétacés en Méditerranée proviennent des collisions entre les gros navires et les navires rapides. Une baleine en Méditerranée, elle a, je crois, à peu près 3500 chances dans sa vie de se trouver à moins de 50 mètres d'un navire qui va à plus de 15 nœuds. Et quand le navire va à plus de 15 nœuds, il tue la baleine. Quand il va à moins de 10 nœuds,
il la tue que dans 20% des cas. Donc la vitesse des navires, et on travaille beaucoup là-dessus. Et là aussi, il faut parler de temps en temps des victoires. Oui, les évolutions récentes. On a une évolution récente. Donc nous, on a aussi beaucoup porté cette affaire. On a demandé à l'organisation internationale qui gère donc l'ensemble des flottes, l'OMI, oui. l'OMI, voilà, d'accepter de prendre une mesure spéciale et de définir une zone spéciale qui va en gros du triangle qui est entre l'Italie, la Corse et Monaco, et d'étendre, qui est déjà une zone qui est le sanctuaire Pélagos. Voilà, qui est un sanctuaire Pélagos qui marche plus ou moins bien, mais enfin bon, dans lequel normalement. Non, il marche très bien. On est animateur du sanctuaire Pélagos. Les baleines sont relativement protégées, et d'étendre cette zone parce que c'est une zone de migration des baleines en direction en gros de Barcelone. Et là, on vient d'avoir l'accord à la fin de l'année dernière de l'OMI pour créer cette zone spéciale. La bagarre n'est pas tout à fait finie parce qu'au mois de mai, il va falloir définir les règles précises qu'il faudra adopter dans cette zone spéciale. Et nous, on va militer pour que les bateaux ralentissent. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est des recommandations de ralentissement et des recommandations, effectivement. Donc vous voyez comment on essaye de remettre des pièces dans la machine à chaque fois pour... voilà, parce que quand même, en Méditerranée, il y a plein d'espèces de baleines. Il y a quand même des populations de baleines relativement importantes. On est 8 espèces courantes et effectivement aussi des espèces très occasionnelles qui arrivent. Et on les voit pas toujours. Donc ça vaut le coup de faire quelque chose, quoi. On n'a pas parlé du tourisme en mer et du surtourisme en mer. Les paquebots de Venise. Ouais, les paquebots, ouais. Moi, je les vois arriver quand je me balade en Antarctique. Là, tout d'un coup, on voit la grande muraille de Chine qui arrive avec 3000 mecs à bord. Qui mettent plein de carbone partout pour accélérer la fonte du glacier comme ça. Et encore plus de spectacles. Non, mais j'ai assisté juste à la fin du débat tout à l'heure et on parlait en gros de la question du numerus clausus. Et donc, je pense qu'effectivement... alors il y a deux niveaux, mais on ne peut pas admettre qu'il y ait des dérangements trop violents et on ne peut pas admettre qu'il y ait des dérangements moins violents mais trop réguliers et tout le temps. C'est-à-dire que on ne peut pas admettre que dans un espace tout d'un coup il y ait 1000 mecs qui débarquent, mais on ne peut pas toujours admettre non plus qu'il y ait que 2 mecs mais qui soient là tout le temps. Enfin, voilà, donc il faut gérer ça. Il faut considérer que ces espaces, on en est des bénéficiaires, l'océan, les côtes, les plages, mais on n'en est pas les propriétaires. Ce sont ce que l'océan, qui est une notion que mon amie navigatrice Catherine Chabot essaie de porter au niveau européen, ce sont des biens communs de l'humanité. Donc on n'en est pas propriétaire et on le partage avec d'autres espèces. Donc il faut faire en sorte que, moi je ne suis pas contre le tourisme, après tout quand moi je me balade sur mon bateau je suis aussi une touriste, hein. Mais voilà, il faut de plus en plus, je pense, se poser la question des méthodes et des quantités. Parce que sinon c'est vrai que ça devient insupportable. Et on le voit dans les parcs, qui sont... Souvent, ça devient presque un problème d'être identifié comme une zone belle, protégée, etc. Parce que du coup, ça veut dire un afflux de gens et pas toujours dans des conditions optimales. Un autre niveau, nous aussi, au niveau maritime comme au niveau terrestre, effectivement, les eaux du parc national sont tellement exceptionnelles qu'elles sont très attractives. Et si elles sont très attractives, elles attirent énormément de monde au détriment du caractère attractif que ça peut avoir. Donc, c'est soit on continue à laisser faire et on tue la poule aux œufs d'or, soit on laisse le serpent se mordre la queue et puis ça tourne en rond et rien n'avance, quoi, hein. Oui, puis c'est même plus que la poule aux œufs d'or, c'est juste le respect de la nature qui est autour de nous, quoi. C'est-à-dire que ces bestioles, elles ont le droit de vivre tranquilles sans qu'il y ait un TGV qui traverse leur chambre à coucher, pour reprendre cette image. Voilà, quand vous avez un navire qui passe dans un environnement, il y a beaucoup de gens maintenant, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur les bruits sous-marins, par exemple. C'est extraordinaire. Moi, j'ai entendu... Ici, à Toulon en particulier. Voilà, j'ai entendu pas mal d'enregistrements comme ça sous-marins.
un navire qui passe, mais c'est hallucinant, c'est un potin pas possible, quoi. Quand vous êtes un animal marin qui communique beaucoup avec des sons, ou qui chasse, ou qui chasse, ou qui se reproduit, ou qui avec des sons, mais c'est insupportable, quoi. Ils peuvent plus vivre, ces bêtes-là. Il y a eu ici des travaux très intéressants qui ont été faits pendant la phase de confinement où la navigation était interdite. Et donc, l'Université de Toulon en particulier, qui a une chaire sur l'acoustique marine, s'est régalée à aller faire des enregistrements où il n'y avait pas ce bruit de fond habituel qu'on a, qui ne permet pas d'avoir la même qualité des enregistrements des cétacés. Et bon, c'est une qualité auditive, mais c'est surtout une qualité pour la recherche après sur le sens du langage des cétacés. Il y avait, pas plus tard qu'avant-hier d'ailleurs, une réunion des scientifiques à Toulon sur ce sujet-là. Et ça ouvre un champ de nouvelles investigations qui est génial et qui est très large, quoi. Donc, pour revenir à cette question du tourisme, moi je ne suis pas contre du tout, mais et j'encourage la plupart des gens à faire moins mais mieux, quoi. Pour revenir à Venise, par exemple, je dis aux gens, mais n'allez jamais passer un week-end à Venise. Ça, c'est vraiment de la bêtise totale. Effet de serre pour y aller en avion. Après, voilà. Si vous aimez Venise, allez-y une fois, un mois. Et là, vous verrez vraiment Venise. Là, vous connaîtrez les Vénitiens. Là, vous profiterez vraiment de ce lieu pour vous y perdre un peu. Vous irez dans la lagune, vous irez... Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on repense aussi, arrêter d'être, comme partout d'ailleurs, dans une espèce de surconsommation accélérée. Vous savez, moi j'ai une copine qui faisait du charter en Méditerranée, dans la Méditerranée un peu plus dans l'ouest, là. Et elle me disait comment ça avait évolué en 30 ans. Elle me disait, au début, je faisais des croisières de 15 jours. Après, je voyais que c'était trop long, je faisais des croisières d'une semaine. Après, j'ai fait des croisières de 4 jours. Après, j'ai fait des croisières du week-end. Elle dit, quand je suis arrivée à la demi-journée, j'ai arrêté. Ouais. Mais c'est ça. Voilà. Et on dit, on a fait du bateau une demi-journée. Stop. Faites du bateau, prenez un bateau, partez 3 semaines, faire plaisir en mer, quoi. Faites l'aller-retour à Venise à bicyclette sur un week-end. En plus, ça entretient, ça veut faire du sport, c'est pas plus mal. Isabelle, voilà, moi j'avais une question aussi sur justement le transfert de conscience de l'acte individuel à l'acte collectif. Parce que c'est un sujet qui m'interpelle toujours et voilà, chaque acteur, je dirais, individuellement, n'a pas le sentiment de laisser une trace, comme on l'a vu cet après-midi. Et c'est vraiment le phénomène cumulé de toutes ces traces qui finit par générer les difficultés qu'on connaît sur le changement global, sur beaucoup d'autres choses. Bien sûr, nous sommes tous le problème, donc nous sommes tous la solution. C'est notre baseline d'Oubédoufet. Nous sommes tous la solution. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le fait que, individuellement, moi je m'en suis rendu compte sur moi-même. Quand j'ai commencé à me dire, parce que comme beaucoup de gens parmi vous, moi dans les années 60, 70, même les années 80, les questions environnementales, c'était pas mon sujet principal. Ça l'est devenu quand j'ai commencé à travailler comme ingénieur à Lieude sur la pêche. Mais au départ, voilà. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ma vie, la façon dont je la menais, ben, on fait pas tout en même temps. On tire le fil sur un truc qui va nous intéresser. Donc il y a des gens, ça va être commencer par manger bio, il y en a, ça va être commencer par éteindre les lumières et mettre des panneaux solaires, il y en a, ça va être... Voilà. Et on va rentrer dans une logique, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a une logique de ping-pong entre toutes ces visions du monde. Et puis effectivement, après la question c'est de se dire, bon ben voilà, moi j'essaye de faire le mieux que je peux. Maintenant, comment on passe à l'échelle ? Parce que c'est qu'à l'échelle que ça se mesure et que ça se fait. Donc, classiquement, dans ce genre de conférence, on dit, vous savez, mesdames, messieurs, que vous avez 2 cartes dans votre jeu, la carte de crédit et la carte d'électeur. Donc, allez-y, utilisez-les autant que vous voulez. Donc, effectivement, notre pouvoir économique en tant que citoyen, il n'est pas neutre. On voit bien comment les entreprises, aujourd'hui où la question environnementale est devenue importante et où les gens commencent à chercher des produits, disons avec des empreintes moins fortes, tout d'un coup les entreprises elles se bousculent pour nous inventer des trucs et pour nous expliquer qu'ils font plus vert que vert. Donc on peut avoir un impact parce que sur l'ensemble de ça, il y a des choses bien qui vont se faire. Il y a un mouvement qui va se créer. Donc ça c'est bien.
En termes politiques, je parlais de la carte d'électeur, c'est une chose, mais l'association, c'est-à-dire le fait de, en tant que citoyen, porter ensemble des choses. Moi, maintenant, je suis présidente d'honneur, mais quand j'étais encore présidente de WWF, pourquoi est-ce que je pouvais aller voir un ministre? C'est parce que j'avais 200 000 gaziers derrière moi, j'avais 200 000 cotisants, et que le ministre, il le sait. Et que donc, parce qu'on est 200 000, on est en capacité de porter des idées, de porter des combats et de faire avancer les choses. Donc je crois que l'association, en plus par les temps qui courent, où on est tous les uns et les autres plus ou moins atteints un peu de déprime, hein, on se dit on va jamais y arriver, c'est compliqué, en particulier la jeunesse qui n'est pas toujours, et je le comprends, hein, le fait de faire les choses ensemble, ça fait sacrément du bien. Donc même pour soi, c'est une bonne thérapie parce que même si on peut se réveiller la nuit en se disant on va pas y arriver, le matin quand on est avec les copains, on se dit qu'on peut faire avancer les choses. Bon, le message est clair en tout cas. Adhérer à une association ou aller vers le WWF. Hein. Oui, si vous voulez, mais vers l'association que vous voulez, quoi. Enfin, il y en a 50 000. Moi, je prête pas que pour ma paroisse, mais restez pas tout seul, quoi. Voilà. Je parlais de cet effet un peu boule de neige, cet effet cumulatif en fait, hein, parce qu'on est confronté à ça. Chaque plaisancier qui vient à Porquerolles aujourd'hui jette son ancre soit sur des fonds sableux, soit sur l'herbier de Posidonie. Quand il n'y a plus de place sur les fonds sableux, on va sur l'herbier, effectivement. On a des projets actuellement d'aménagement de zones de mouillage. Et nécessairement, chaque plaisancier nous dit, mais moi individuellement, je fais pas de mal, je fais attention, je sais faire, c'est forcément souvent le voisin qui sait pas faire, mais je pense que les plaisanciers savent faire, mais quand on fait le calcul du cumul du nombre de chaînes et de nombre d'encres chaque été qui vont dans l'herbier au nord de Porquerolles, on arrive à 100 km de chaînes. 100 km de chaîne, moi je disais à la personne qui avait fait le calcul, je lui dis mais ça n'a pas de sens pour un plaisancier. Parle en mètres, ça fait 100 000 mètres de chaîne. Et là on commence à se dire mais l'impact il est forcément pas négligeable et pas nul, quoi. Alors c'est là qu'arrive la réglementation. C'est là qu'arrive éventuellement, et ça c'est du ressort de l'État ou des collectivités quand elles sont en capacité de gérer, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et que normalement les collectifs, qu'ils soient État ou collectivités, c'est leur job de regarder devant et de se dire, bah là, il faut soit autoriser, interdire, soit avoir des arguments, par exemple des arguments financiers pour décourager des pratiques et encourager d'autres pratiques. Et ça, on ne peut pas y échapper. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est oui, le plaisancier, il veut bien faire et il a sa bonne volonté. Mais malheureusement, on ne peut pas juste se baser sur la bonne volonté. On en a besoin, il en faut, mais quand on compte que là-dessus, eh ben, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, on est quand même obligé de dire aux gens, eh ben, ça, vous pouvez le faire, ça, vous ne pouvez pas. Et on va l'être de plus en plus, parce que comme les ressources vont diminuer, que les contraintes vont augmenter, on va bien être obligé de faire ça de plus en plus. Donc, essayons d'être raisonnables et de faire en amont les choses qu'il faut pour pas trop détruire derrière, plutôt que d'attendre d'être au bout du bout, et là, d'être obligé de gérer des pénuries. Nous, certains nous ont dit, mais pourquoi il n'y a qu'à, toujours le yaka est facile, il n'y a qu'à interdire les bateaux de plaisance sur le territoire du parc, mais il n'est pas question de ça. Non, mais ce n'est pas forcément les interdire. Il est question d'accueillir, il est question de mieux accueillir et de préserver la biodiversité. D'abord, c'est ce que tu dis. C'est une grande partie de l'intérêt du paysage, quoi. Il y a des endroits où il y a du sable, donc ils peuvent aller là. Et ils continueront à pouvoir y aller, oui. Et après, la zone où il y a des posidonies, peut-être que celle-là, il faut l'interdire. Ou alors avec, puisque maintenant on a des mouillages qui s'appellent les mouillages écologiques, enfin des mouillages qui permettent de ne pas abîmer la Posidonie, dire ben voilà, c'est réservé à ces mouillages-là et on ne fait pas autrement. Et bon, évidemment, chacun dit oui, mais ma liberté individuelle de faire ce que je veux. Ben oui, mais la liberté, elle est aussi voilà, elle réagit aussi sur la liberté des autres. Ça m'amène à la dernière question que je voulais te poser, mais c'est justement
Culturellement, la mer en France est un espace de liberté, et on le comprend. Et vous, les grands navigateurs, que ce soit Roland, toi, qu'on a vu aujourd'hui, vous êtes effectivement des apôtres de cette liberté de la mer. Voilà. Quand on est confronté effectivement à des difficultés telles que celles qu'on vient d'évoquer, un surnombre de visiteurs, un surnombre de bateaux, un surnombre de pollution, on est obligé quelque part de réglementer la mer. Bien sûr, mais on en revient à l'idée de départ, c'est que c'est un espace de liberté, mais ça ne veut pas dire qu'on y fait n'importe quoi. Et il y a une grosse différence pour moi, et ce que je disais au début, nous, les marins, on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en mer parce qu'il y a les éléments. Eh ben, il faut considérer que l'action des hommes, c'est pareil, on a toute la liberté qu'il faut, mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à bien s'entendre, et c'est peut-être là que c'est le plus compliqué, sur qu'est-ce que c'est que le n'importe quoi, et qu'on le fasse en regardant ce qui nous attend et ce qui est en train de se passer. De manière à pas toujours être en retard d'une guerre, entre guillemets. Mais ça veut dire aussi accepter des exigences de la mer, et les vivre comme des exigences et pas des contraintes. Et se dire que ces exigences, c'est le symbole de la liberté prolongée de la mer, si on ne considère pas que c'est une contrainte, mais quelque chose que la mer nous exige de faire, quoi. Bah, oui, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, on n'avance pas. C'est pas grave, c'est génial, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Évidemment, le truc, c'est que s'il faut être à l'heure pour aller prendre l'apéro à l'arrivée, c'est là qu'on va mettre le moteur parce qu'on ne va pas supporter qu'il n'y ait pas de vent. Mais voilà, c'est notre gestion de voilà. Si on préfère passer du temps en mer, eh ben, on peut accepter que pendant 2 heures, on reste au même endroit. C'est pas forcément dramatique. Hein. C'est quand même des moments super beaux. Hein. On est bien d'accord. Isabelle, un petit mot pour terminer. Ça fait un peu plus d'1 heure déjà qu'on est dans cette discussion et dans ce petit débat, et c'est sympathique. Voilà, mais est-ce que tu aurais un rêve en fait à partager avec nous pour la mer et l'océan ? Je dis la mer et l'océan parce que l'océan, ici on est au bord de la Méditerranée, ça nous parle moins que la mer, mais c'est pourtant, la même chose. Il n'y a qu'un seul océan. Non, mais moi, tout le sens de ce que je fais à travers ce combat environnemental, c'est au fond une façon de nous réconcilier, d'arrêter d'être dans cette espèce de combat contre cette nature qui nous fait vivre. On a l'impression que en permanence, les communautés humaines ont combattu pour s'éloigner le plus possible et réglementer la nature, alors qu'on en vit. Donc moi, je pense que, et à travers l'art, mais aussi à travers les techniques, à travers les actions politiques et citoyennes, reconnectons-nous déjà avec la nature, retrouvons ses plaisirs et ses bonheurs. Ramenons nos gosses on en revient à l'émotionnel, nature, qui connaissent un peu aussi bien les animaux marins que les marques de chaussures. Ce serait quand même pas mal. Et à partir du moment où on va avoir cette capacité à changer notre regard, je pense que dans la bataille des idées, on aura aussi beaucoup avancé. Donc bien sûr, il y a les menaces, le dérèglement climatique. Alors chez vous, ça va prendre des tas de formes terribles et ça va pas être drôle dans les 50 prochaines années, d'accord. Donc il y a le côté un peu anxiogène et angoissant dont il faut tenir compte. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'on peut bâtir de mieux. La consommation, la société de consommation nous a amené un certain nombre de choses, mais au final, son emballement est plutôt en train de tirer contre nous-mêmes. Et finalement, nous ne rendons pas si heureux que ça. Donc voilà, ayons cette capacité d'innovation collective pour penser un peu autre chose et essayer un peu autre chose. C'est un vaste débat, mais voilà, moi, mon rêve, entre guillemets, c'est que tout le monde s'y mette. Et on peut tous s'y mettre. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de pays, c'est pas une question de niveau social. Voilà, je pense que c'est une sorte de révolution mentale qu'il faut qu'on fasse. Voilà, Isabelle, une belle conclusion. On va tous s'y mettre. Merci Isabelle pour ce moment très sympa. J'appelle Château Vallon au secours. Alors,
Est-ce qu'il y a un peu de débat? On va faire passer un micro et donc n'hésitez pas, profitez-en pour poser toutes vos questions à Isabelle Autissier. Qu'on se voit un peu quand même. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci pour cette conférence. Donc, on a bien compris qu'il fallait arrêter de considérer la mer comme un décor, mais comme un être vivant à part entière. Et il y a quelques jours, notre cher secrétaire à la mer vient de sortir, de nous sortir une énormité. Est-ce que vous pouvez un petit peu débattre là-dessus et nous expliquer un petit peu les enjeux, s'il vous plaît? Ouais, donc vous faites allusion à la déclaration qu'il a faite sur le fait que la position que la France allait défendre au sein de l'Union européenne sur la question de savoir s'il faut interdire le chalutage dans les cœurs de parcs marins, c'est bien ça. Donc notre ministre nous a expliqué que on n'allait pas du tout défendre cette position d'interdiction. Au contraire, la France allait porter l'idée qu'il faut continuer à chaluter dans les cœurs de parc. C'est vrai que c'est quand même les aires marines. Oui, les aires marines, oui. Comment dire? Oui, des fois, on se dit qu'il faut continuer à pédaler, mais que quand même, ça avance pas vite. Il est certain que, surtout, je ne sais pas comment c'est en Méditerranée, mais par exemple sur la Manche et l'Atlantique, il y a beaucoup de chalutiers. Enfin, c'est la pêche essentielle. Et qu'effectivement, pour l'instant, ils chalutent partout. Et il n'y a pas d'endroit où ils ne chalutent pas. Que le chalutage, ça fait partie des méthodes de pêche qui sont extrêmement invasives, puisque vous allez, un peu comme avec une charrue, vous allez retourner au fond la couche superficielle sur laquelle vous traînez votre chalut pour faire sortir les poissons qui sont soit posés sur le fond, soit un tout petit peu enterrés. Donc ça modifie considérablement les écosystèmes. Et à terme, ça les appauvrit considérablement. Donc c'est un problème. Donc la logique veut que dans les endroits où on pense qu'il faut protéger les aires, les endroits, on dise on ne va pas chaluter. On peut avoir d'autres méthodes de pêche qui sont peut-être moins invasives, qui peuvent être des lignes, qui peuvent être des filets, qui peuvent être peut-être des casiers, qui peuvent permettre de pêcher quand même, mais pas avec cette méthode-là. Donc ce serait quand même la moindre des choses que notre ministre défende cette position, parce qu'au final, quand on modifie trop les écosystèmes, c'est l'ensemble des pêcheries qui vont trinquer derrière, parce que, encore une fois, les écosystèmes ne seront plus assez vivants, plus assez régénérés, et donc il y aura au final moins de poissons. Après, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour ces pêcheurs qui aujourd'hui vont pêcher là, il faut trouver des solutions. On n'a pas le droit de les abandonner en race campagne. On n'a pas le droit de leur dire démerdez-vous. Donc il faut leur trouver des solutions, soit leur permettre d'aller ailleurs, soit les payer pour compenser les pêcheries qui ne font pas, soit les aider à se reconvertir à d'autres pêcheries, mais il faut leur offrir des solutions. Oui, mais alors la pêche des bateaux-usines est extrêmement subventionnée. Alors, par vous parlez des bateaux-usines. Est-ce qu'on peut pas, justement, il y a un problème de subvention qui n'est peut-être pas alloué aux bonnes personnes, aux bons pêcheurs? Oui, alors les bateaux-usines, c'est encore un autre sujet. Les bateaux-usines, je disais tout à l'heure, c'est pas de la pêche artisanale, c'est de la pêche industrielle. Pour l'instant, le problème, c'est qu'ils se conforment parfaitement au droit européen. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, un pêcheur de n'importe quel pays européen peut aller pêcher dans n'importe quelle zone de la communauté européenne, du moment qu'il respecte les tailles de mailles, de filets, les tailles de poissons, etc., c'est pas interdit. Et évidemment, les plus gros bateaux, comme en général, les systèmes de subvention font que, comme dans l'agriculture d'ailleurs, les subventions vont plutôt aux plus gros bateaux qu'aux plus petits. Donc ça aussi, mais ça ne rentre pas tout à fait dans le même sujet que ce que la déclaration qu'il a fait. C'est un sujet, effectivement, sur comment est-ce que, d'un point de vue de tout le système de subvention et d'aide à la pêche, comment est-ce qu'on essaye d'aider plutôt les petits que les gros? Mais ça, c'est un autre sujet. Merci. Alors, une autre... Il y a quelqu'un qui est là. On vous amène un micro. Vous
Vous avez parlé de la modification de la circulation de l'eau dans les océans, les couches quelquefois restent... Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là au niveau des vents également ? Actuellement, est-ce qu'il n'y a pas une modification des vents sur l'océan Atlantique, par exemple ? Oui, alors c'est un continuum. Hein. Le système climatique, il s'appuie sur des circulations océaniques et sur des circulations aériennes. Donc oui, on voit en fait, alors, je suis pas météorologue, mais je vais essayer d'expliquer 2-3 choses que moi j'ai compris. Les dépressions qui passent sur nos pays européens, elles se forment dans un grand courant d'air qui est en très haute altitude, qui s'appelle le jet stream, qui fait que, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, vous mettez plus de temps que vous en revenez, parce qu'il y a un grand courant d'air. Et ce grand courant d'air, il fait des petites ondulations de temps en temps, et ces petites ondulations, elles génèrent des dépressions après en dessous. C'est plus ou moins ça, pour essayer de simplifier. Or, on voit qu'avec le dérèglement climatique, on a des ondulations beaucoup plus prononcées, donc on a des masses d'air extrêmement différentes qui rentrent encore plus en collision. Et on a vu ça, par exemple, on a vu des moments où sur les États-Unis, on a un ventre vers le nord du jet, et là on a des vents glaciales, et on l'a vu cet hiver encore avec des températures de -20, -30 sur les États-Unis. Et puis au contraire, par chez nous, on a un ventre dans l'autre sens, et donc on a des hivers très doux, où il n'y a plus de neige et où il fait plus froid. Donc ça, c'est en relation avec le dérèglement climatique global. Mais du coup, ça veut dire que ça peut générer des situations dépressionnaires différentes de d'habitude, et donc des vents différents de d'habitude. Et puis la deuxième chose où on a ce rapport entre l'océan et l'atmosphère, qui est très net. On l'a vu encore là, malheureusement sur Madagascar, et on a eu le cyclone le plus long de l'histoire de la météo. Parce que comme l'eau est plus chaude, c'est une source d'énergie plus importante. Et donc les cyclones qui pompent l'énergie de l'eau, plus elle est chaude, plus ils pompent de l'énergie. Donc plus ils sont violents et plus ils durent longtemps. Et donc on a globalement ce phénomène. On a aujourd'hui des cyclones qui sont plus violents et qui durent plus longtemps parce que l'eau est plus chaude. Et que les occurrences de déclenchement des cyclones qui sont à peu près à 28 degrés, l'eau de mer atteint plus souvent 28 degrés qu'avant, et donc il y a plus souvent de cyclones qu'avant. Donc il y a effectivement des modifications générales de la météorologie globale, on va dire, statistique. Évidemment, on ne peut pas dire qu'une tempête, c'est ça, mais la moyenne est quand même assez nette. Est-ce que ça peut se traduire par pas de vent ? Pardon ? Est-ce que ça peut aussi se traduire par pas de vent, comme avec la mer, pas de... Disons que ça doit pouvoir déplacer les endroits où il n'y a pas de vent, peut-être. Mais globalement, quand vous avez plus d'énergie dans le système est plus agité. Hein. Donc globalement, quand même, la tendance, ça va être à avoir plus de perturbations plutôt que plus d'anticyclones. Bonsoir. Alors, je m'appelle Marisa Bischoff. Je suis très contente de vous connaître parce qu'effectivement, même si j'ai pu vous voir, j'avais pas eu la chance de vous rencontrer. J'apprécie votre discours qui est direct et franc et engagé, ce qui peut des fois être rassurant parce que je sens peu l'état d'urgence dans lequel on se trouve. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. J'ai l'impression qu'on a le temps alors que intérieurement, je sens bien que l'action est maintenant et qu'on est déjà largement mal embarqué. Et je voulais savoir comment on pouvait, de manière indépendante, avec des actions citoyennes, avec des actions bienveillantes, pouvoir agir de manière plus concrète par des effets de coups de poing et se faire entendre de manière plus radicale. Oui, je pense que la radicalité, ça fait partie des sociétés et la radicalité d'aujourd'hui, elle traduit, à mon sens, un désespoir. Et
ou si c'est pas du désespoir, c'est de la préoccupation extrême. Vous parlez plutôt d'action bienveillante, hein, si je comprends. Oui, plus de la désobéissance citoyenne. Alors, moi, je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein des actions citoyennes qui sont bienveillantes. Il y a plein de gens, par exemple, qui vont... tout à l'heure, on parlait des gens qui ramassent des déchets, mais des gens qui ont des actions citoyennes par rapport à la faune et à la flore, qui vont être bénévoles dans des associations pour les protéger. Je vais vous donner juste un petit exemple, parce que je le connais. Nous, au WWF, donc on est pour la grande faune sauvage, donc on est pour que l'homme arrive à cohabiter avec le loup, le lynx, l'ours, etc. Ben, on a des tas de bénévoles qui viennent l'été, dans les estives, avec les troupeaux, et qui vont aider à éloigner les prédateurs et à garder les troupeaux, ou qui vont aider à fabriquer des clôtures. Voilà, c'est un exemple parce qu'il me vient à l'esprit, mais il y a des tas d'actions bienveillantes d'éducation, il y a des tas d'actions citoyennes, il y a des tas d'actions, par exemple, pour aller replanter dans certains endroits, pour faire des jardins partagés, pour faire il y a 1000 choses qui se font, heureusement. Et d'ailleurs, c'est très encourageant. Moi, je me balade un peu partout, je vois plein de citoyens qui font plein de choses. Des fois, souvent, malheureusement, ça ne se sait pas, mais ici, là, dans un rayon de 40 km, je suis sûre qu'on trouve plein d'associations, ou même si ce n'est pas des associations, des gens dans leur quartier qui emmènent les gamins à l'école à pied, qui font je ne sais pas quoi, qui font des paniers bio, qui font... ouais, non, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Après, quand on sait que c'est davantage les industriels qui sont responsables quand même de cette pollution en général, ça me paraît tellement anecdotique. En fait, ces associations, je sais que c'est bien, effectivement, c'est une petite goutte. Alors, c'est vrai. À ce moment-là, il faut changer d'échelle aussi. C'est-à-dire que là, c'est là qu'il faut des grosses associations. Et qu'il faut des grosses associations comme nous, mais comme Greenpeace, comme je ne sais pas quoi, enfin, on a un certain nombre de grandes assos. Où là, nous, on est à égalité, pas de moyens financiers, mais on est à égalité de porter des paroles. On est capable d'aller en justice et on est capable de les faire reculer. On est capable d'aller les voir et de les challenger. On est capable, voilà. Après, c'est une question d'échelle. C'est tout. Ok. Enfin, c'est tout. Faut aller plus haut. Donc vous pouvez faire les deux. Hein. Vous pouvez être dans des groupes locaux, etc. Et puis vous pouvez aussi être adhérent et participant d'une grande association qui pourra porter votre voix à un niveau supérieur. En tout cas, vous donnez espoir et vous... J'ajoute qu'il y a des représentants d'associations... Non mais allez-y, battez-vous, il n'y a que ça de vrai. J'ajoute qu'il y a des représentants d'associations dans la salle qui sont prêts à discuter avec vous. Voilà. Oui, je suis sûre. Voilà, les associations, là, madame, elle est prête à s'engager. Vous pouvez aller la voir. Bonsoir. Merci Isabelle d'être parmi nous et de nous inspirer autant, aussi bien dans les lectures que dans tout ce que vous faites au sein de l'association. C'est fantastique, c'est merveilleux. Pour répondre à la jeune fille qui est là, je vais juste vous parler d'une toute petite anecdote, mais qui me touche beaucoup, au sens qu'il y a 2 mois en arrière, je faisais partie de plein d'associations différentes. Et en fait, on a décidé de se rencontrer avec des gens qui avaient des problématiques un petit peu partout sur le territoire de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et au final, on a dit, mais il faut qu'on crée un collectif qui s'appelle maintenant Au Secours. Alors, il y a beaucoup de Au Secours partout. Hein. Et en fait, 2 choses. On organise mercredi prochain à Marseille, c'est la journée mondiale de l'eau, un rassemblement à partir de 13h sous l'ombrière. Ça va être très festif, mais il va y avoir plein de prises de parole. Et on est passé de 0, on va dire, de quelque chose qui était rien, inexistant. On est maintenant 22 associations et collectifs rassemblés sous Au Secours. Et on va le crier haut et fort. Et l'autre chose qui est très importante dans ce que l'on va faire la semaine prochaine, mercredi, Journée mondiale de l'eau, mais qui commence théoriquement et qui débute 8 jours complets où l'ONU, hein, c'est eux qui ont institué ça, cette Journée mondiale de l'eau. Nous avons demandé, parce qu'il faut taper fort, il faut taper haut,
nous avons demandé un rendez-vous à monsieur le préfet de la région, monsieur Mirmand, une audience, pour discuter avec lui de tous les problèmes auxquels on était confrontés les uns les autres, chacun de son côté, et réellement qui mettent en péril la ressource, qu'elle soit aquifère, eau souterraine ou eau de surface, qu'elle soit la mer et autres. Et donc, il a accepté cette audience. Parce que franchement, je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire, sortir nos petits drapeaux et dire « Oh là là, on n'est pas content, on est en guerre, oh là là, manif pour le climat ». Il faut maintenant que nous, les citoyens, on aille s'adresser au pouvoir. Et donc, les mettre devant leurs responsabilités, continuer à augmenter et continuer aujourd'hui à cautionner des développements industriels, des projets industriels, ce n'est plus possible. J'en viens à la question que je voulais vous poser. Aujourd'hui, on a vécu un été déjà où les températures des eaux ont été... voilà, c'était même plus un plaisir d'aller se baigner en Méditerranée. Elle était à 28 sur 6 semaines à peu près. C'était une catastrophe. Pour la première fois de notre vie, on nous parle depuis le mois de janvier, ça y est, on est à nouveau en restriction, hein, et donc on vit une sécheresse hivernale. Moi, quand j'ai entendu la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on peut nous parler de sécheresse hivernale? Enfin, c'est un non-sens, quoi. Et en même temps, la période de recharge, qui est normalement de octobre à avril, elle est inexistante. Sur tout notre territoire, c'est inexistant. Donc, que pensez-vous qu'on va vivre cet été, déjà sur le plan des températures de la Méditerranée? Est-ce qu'elle va croître encore? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, bon Dieu de bois, pour faire bouger les choses? Merci. Alors, j'ai pas de boule de cristal. Bon, d'abord, bravo pour votre action, madame, et pour justement secours, le 22 à 13h. Voilà, cette façon d'unifier les associations, et vous le dites, vous êtes reçus par les pouvoirs publics, donc voilà, je crois que c'est un très bel exemple de comment on peut se regrouper en tant que citoyen. Bon, moi, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire ce qui va se passer exactement cet été. Je présume que ça va pas être facile. Et que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le début des conséquences du dérèglement climatique, et que ce dérèglement climatique, maintenant, il est là. Et donc, ce que vous avez dit sur la période de recharge, ça va vraisemblablement se reproduire, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. En tout cas, ça va être de plus en plus fréquent. Et il y a pas tout à fait 10 ans, des Français qui appartiennent au GIEC ont fait une étude que je me souviens, j'avais lue à l'époque sur la France à travers le réchauffement climatique. Et l'idée, c'était qu'en 2050, Lyon a le climat du Caire. Voilà, c'est la prévision. Donc on y va. Petit à petit, voilà. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, d'un côté, il faut accélérer la lutte contre le dérèglement climatique pour essayer que ce soit le moins grave possible. Et deuxièmement, il faut passer à l'adaptation. Parce que malheureusement, maintenant, le coup, il est parti et le CO2 dans l'atmosphère, c'est pour plusieurs siècles. Donc, l'adaptation, ça veut dire effectivement apprendre à être extraordinairement économe en eau. C'était dit aussi tout à l'heure dans votre débat, il y a des pays qui ont moins d'eau, beaucoup moins d'eau que vous, et que même 2 fois, 3 fois, 4 fois moins d'eau. Ils arrivent à survivre. Donc il y a une façon de gérer l'eau. On a vécu des périodes où on ne se posait même pas la question. Hein. On ouvrait le robinet, on arrosait le gazon, on lavait la voiture, on faisait ce qu'on voulait, il n'y avait aucun problème. La piscine, le machin. Voilà. Ça c'est fini. Donc il faut qu'on apprenne à être ultra économe, à recycler, à pas gaspiller, à tenir compte des aquifères. Et oui, on va être obligé. Enfin, il faut agir sur les deux tableaux. Maintenant, vous dire que ça va être facile, non. Non. Et de fait, ça va provoquer des bouleversements sur la faune, la flore, et voilà, des bouleversements un peu en effet boule de neige, mais voilà, à part agir sur les deux tableaux, j'ai pas de solution. Bien, merci Isabelle. Peut-être une dernière question avant de Bonsoir. conclure. Alors, qui... Voilà, un peu sur la hauteur à gauche. C'est vous qui avez le micro, oui, allez-y. J'avais une question sur la pêche durable, parce que quand vous parlez de cétacés, vous parlez de tuer les cétacés. Quand vous parlez de poissons, vous parlez de prélever. J'ai du mal à comprendre dans le sens où c'est pas utile de tuer des poissons pour se nourrir. Pourquoi vous continuez de vouloir vanter un système qui est forcément nuisible à la biodiversité
Pourquoi vous ne cherchez pas simplement à interdire la pêche plutôt que de la raisonner alors que ça paraît complètement impossible? Non, alors, ouais, en fait, nous, ce qu'on préconise, enfin moi, ce que je préconise, ce qu'on préconise au WWF, c'est de diminuer considérablement notre consommation de poissons, de protéines animales d'une manière générale, mais sur la question de la pêche, de diminuer la consommation de poissons. Les Français en consomment 4 fois plus que la moyenne mondiale. Donc, en faisant ça, évidemment, on incite à la surpêche, et évidemment, on incite au braconnage, et évidemment, on crée une sorte d'appel commercial sur la France pour des poissons qui parfois arrivent de 15 000 km par avion. Donc oui, il faut absolument qu'on diminue notre consommation de poissons. Et après, c'est pas forcément interdit d'en manger. Nous sommes des mammifères omnivores, donc nous mangeons un peu de tout. Nous pouvons manger du poisson, mais la question est de savoir comment est-ce que ce poisson est sorti de l'eau. Et donc on revient à la question des engins de pêche, on revient à la question des communautés de pêcheurs. Et moi, je préfère voir effectivement des communautés de pêcheurs avec des bateaux de taille raisonnable qui travaillent localement, qui ramènent du poisson localement, à condition que ce soit géré correctement aussi par une connaissance scientifique qui permet de savoir où on va et comment on y va, et avec des engins qui ne sont pas invasifs, plutôt effectivement que d'avoir un chalutier industriel qui pêche 100 tonnes par jour et pour lequel on va avoir du poisson en bâtonnet. Voilà. Voilà. Donc voilà, moi c'est mon point de vue sur pour en revenir à ce qu'on disait aussi sur les enfants et l'éducation à l'environnement, apprenons à dessiner des vrais poissons et pas des poissons cubiques. Et à pas les manger, merci. Et apprenons à manger raisonnablement du poisson, oui. Moi je suis pas personnellement, je suis pas pour l'interdire. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas vouloir du tout manger de protéines animales, mais je considère que on pourrait très bien en manger raisonnablement, un peu, à la mesure de ce que l'océan peut éventuellement nous fournir. Parce que pêcheur, c'est pas un mauvais métier, et que ça fait vivre des gens, et que ça fait vivre des communautés locales dans des villages côtiers, et que voilà, c'est pas forcément totalement nocif. Bien, il est 10h07. Merci encore Isabelle, on peut l'applaudir très fort. Remercier la scène Château Vallon Liberté pour l'organisation de cette soirée. Malheureusement, Charles Berling ne pouvait pas être parmi nous parce qu'il est pris en région parisienne pour d'autres activités professionnelles. Mais je pense qu'il suivra la présentation d'Isabelle sur ce qui a été filmé sur Facebook en tout cas. Et puis bonne soirée à toutes et à tous et continuez bien le combat.